On en sait désormais davantage concernant la comparution de Donald Trump. L'audience a eu lieu au tribunal de New York mardi dernier à 14h30 heure locale et la conclusion est sans appel. L'ancien président et candidat à un nouveau mandat est accusé d'avoir orchestré une série de paiements pour étouffer 3 affaires embarrassantes avant son élection de 2016. Au total, pas moins de 34 chefs d'accusation ont été retenus contre l'ancien président américain. Il a évidemment plaidé non coupable pour chacun d'entre eux. En plus de cette affaire, on rappelle que Donald Trump est aussi visé par d'autres affaires, en particulier son rôle dans l'attaque du Capitole, sa gestion des archives personnelles ou encore des pressions exercées sur des responsables électoraux en Géorgie pour contester sa défaite à la présidentielle de 2020. En réaction à ces inculpations, Donald Trump a dénoncé, je cite, une insulte à la nation devant ses partisans. C'est la première fois de l'histoire qu'un ancien président se retrouve ainsi englué dans une telle panade pénale. Vers quel épilogue se dirige-t-on ? Peut-il aller en prison ou être condamné ? Même si cela semble peu probable de l'avis de certains, quel avenir pour sa campagne ? Lui qui veut reconquérir la Maison-Blanche, doit-on s'attendre à de nouveaux remous comme lors de l'assaut du Capitole ? Pour parler de tout ça, je reçois en visio Chris, dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, auteur d'une newsletter Substack, de plus en plus consulté et co-auteur du livre Les illusions perdues de l'Amérique démocrate. Salut Chris, alias Politico Boy, ça va ? Ça va, merci, bonjour. Ouais, alors pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on le disait en introduction de cet entretien, Donald Trump fait donc l'objet de 34 chefs d'accusation. Ça, là, comme ça paraît, aux profanes que nous sommes du système judiciaire américain, ça paraît énorme. Donc pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous rappeler plus en détail de quoi il est accusé ? Oui, donc en fait, tout ça, ça vient au départ d'une affaire qui avait démarré pendant la campagne présidentielle de 2016, où en fait, une actrice pornographique du nom de Stormy Daniels avait voulu divulguer une relation qu'il aurait eue avec elle en 2006, pardon. Et donc, Donald Trump, à l'époque, avait instruit son avocat, Michael Cohen, de lui faire un paiement et donc de signer un contrat d'exclusivité ou de non-divulgation d'informations pour acheter son silence. Et donc, c'est ce paiement qui a déclenché une enquête ensuite, parce que ce paiement avait été effectué sans être déclaré dans les comptes de campagne. Donc, ça y avait des soupçons d'avoir violé les règles de campagne. Et en fait, Mhm. donc l'enquête a poursuivi son cours. Et là, maintenant, il a été inculpé donc, des 34 chefs d'accusation. Ils ont tous un lien avec des falsifications de déclarations, on pourrait dire fiscales ou financières, en lien avec ces entreprises. Et donc, c'est en enquêtant sur ça qu'ils ont d'abord mis en lumière 3 affaires où ils avaient payé des gens pour pas qu'ils diffusent des informations qui pourraient nuire à Trump. Mhm. Et c'est dans les façons dont les paiements étaient faits, ça n'avait pas été déclaré de manière rigoureuse aux instances fiscales. Et donc, les chefs d'accusation au départ, c'est vraiment sur de la falsification de documents et de déclarations fiscales ou du moins financières par rapport aux règles de New York. Ensuite, donc ça, normalement, c'est quelque chose qui est un simple délit, donc qui peut éventuellement être poursuivi, mais qui n'est pas un crime, donc il y a très peu de chances de déboucher sur des peines de prison et de faire tout un ramdam. Mais en fait, à travers ça, il semblerait que le procureur de New York qui a donc instruit l'affaire cherche à prouver que ces falsifications étaient là pour cacher une information et donc que du coup, elles entraient en violation des règles de financement de campagne. D'accord. D'accord. Donc du coup, alors ici en France, le système judiciaire, il est quand même assez compliqué. Le système judiciaire américain, pardon, il est quand même assez compliqué. Bon, c'est déjà aussi assez compliqué avec le nôtre. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment fonctionne ce type de procédure et ce que Donald Trump risque ? Oui, donc en fait, il faut voir qu'au départ, c'est un procureur qui s'est saisi de l'affaire. Et donc, les procureurs aux États-Unis, le procureur du comté, en gros, qui regroupe Manhattan, donc le cœur du quartier d'affaires de New York, donc qui est habitué de traiter des affaires en lien, on va dire financières, en lien au compte des entreprises et choses comme ça.
Et pour pouvoir porter ça en pénal et surtout et obtenir donc une inculpation, le procureur a fait appel à ce qu'on appelle un grand jury. Donc c'est un juré en fait. C'est donc de mémoire, ils sont 23 des citoyens qui sont sélectionnés au hasard, qui habitent la juridiction, comme un juré d'un procès qu'on aurait en France, un procès devant le juré. Mais là, les jurés n'ont pas à délibérer sur le fait que la personne soit coupable ou non, mais simplement sur le fait qu'il y ait matière à mettre en examen, à inculper la personne, donc qu'il y ait des soupçons suffisamment avérés d'un crime. Donc ça s'est passé en huis clos, donc on n'a pas eu accès aux délibérations, etc. Et Trump et ses avocats n'avaient pas non plus, dans cette procédure, ils n'interviennent pas. Donc c'est simplement le procureur qui essaie de construire un dossier d'accusation et ensuite elle le présente à ce jury qui ensuite délibère et vote à la majorité simple. Donc c'est aussi plus facile d'obtenir du coup une inculpation que ça serait parce que alors qu'une condamnation, si c'était devant un jury, il faudrait qu'il y ait une unanimité du jury. Mhm. Et donc, donc là, le jury a voté l'inculpation et c'est ça qui va déclencher maintenant le procès en tant que tel, qui va se dérouler petit à petit. Là, la prochaine échéance, c'est le 4 décembre de cette année. D'accord. Et donc, pour la question de ce qu'il risque, effectivement, certains observateurs expliquent il est peu probable qu'il fasse de la prison, en tout cas. Est-ce qu'il peut, à minima, être condamné? Alors, donc il y a deux choses. Il y a d'abord ce qu'ils risquent. S'ils réussissent à faire passer ça comme un crime, donc il faut à la fois prouver qu'il a fait ces falsifications financières. Ça, a priori, les éléments sont assez solides. Et Mhm. ensuite, que ces falsifications financières avaient été faites dans l'intention de cacher un crime. Donc, s'ils arrivent à faire ça, il y aura effectivement, ça rentrera dans le code pénal comme ce qu'ils appellent un felony. Et donc là, la peine pour ce type on est sûrement sur les crimes ou les plus minimes dans la classification. On est très loin des choses comme un homicide ou quelque chose comme ça. Donc du coup, les peines de prison maximales prévues sont faibles, c'est 4 ans. Donc D'accord. 4 ans, c'est vraiment ce qu'il risque au maximum, sachant que comme il n'a pas encore été condamné pour d'autres affaires, Mhm. et qu'en plus, bon, c'est un président aussi, donc les chances qu'il soit vraiment, que s'il est condamné, qu'il aille en prison, qu'il fasse de la prison ferme, reste relativement faible. Ce sera assez surprenant, en plus du fait que c'est Donald Trump, mais même si c'était un simple citoyen, que juste pour ce crime-là, il écope de prison ferme. Mais c'est possible. Après, la question, voilà, c'est est-ce qu'il sera condamné? Donc là, il y a la question de la solidité du dossier. Et c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a deux soucis majeurs avec le dossier. C'est d'abord, c'est pas clair de savoir sur quelle loi va s'appuyer le procureur pour monter ils appellent ça la théorie, en anglais, theory of the case. Donc là, pour monter son dossier, si on veut, parce que il va donc, enfin, ça serait un peu trop compliqué un peu trop compliqué de rentrer dans les détails, mais il y a les falsifications judiciaires, les falsifications financières, pardon. Donc ça, c'est la loi de l'État de New York qui a été violée. Mais pour passer ça en crime, a priori, du moins c'est ce qu'on pense, parce que ça n'a pas été détaillé dans l'acte d'inculpation, Mhm. il semblerait que le crime en question, ça soit la violation des règles de financement de campagne. Et donc là, c'est pas clair de savoir si c'est les règles de campagne de l'État de New York, qui du coup ne s'appliqueraient pas à Trump, qui était candidat à l'échelle nationale, ou si c'est la campagne nationale, mais qui du coup ne dépend pas forcément de la juridiction de New York. Donc il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Et ensuite, il faut prouver que tous ces paiements qu'il a fait pour acheter le silence de Stormy Daniels et des autres, c'était dans le but de protéger sa campagne politique. Donc, du coup, d'éviter qu'il y ait qu'il y ait des informations qui arrivent aux électeurs et qui réduisent ses chances d'être élu. Parce que dans ce cas-là, il aurait fallu qu'il les déclare, ces paiements, donc que ça Ouais. rentre dans les comptes de campagne. Ou alors, peut-être, il pourrait argumenter, il pourrait dire, bah non, j'avais fait ça pour protéger mon mariage, parce que je voulais pas que mes enfants soient éclaboussés par ces scandales, etc. Et justement, et apparemment, dans les écoutes dont disposerait la justice, c'est plutôt ça qu'il dit. Il dit plutôt à Michael Cohen, donc son avocat de l'époque,
qu'il veut pas que sa femme soit au courant, quoi, en gros. Donc c'est pas clair du tout, mais on n'a pas encore tous les éléments, donc il faut être prudent. C'est pas Mhm. clair du tout qu'il y a un lien direct entre les paiements et la campagne présidentielle D'accord, c'est le lien qui reste à faire, quoi. voilà. Et donc c'est ça la question principale qui va devoir, enfin c'est là que le procès va probablement se jouer. Après, Mhm. il y aura aussi des procédures probablement des avocats qui vont essayer de faire en sorte que parce que là, s'il est jugé à New York, c'est quand même un territoire démocrate. Il y a des chances que le juré qui sera sélectionné lui soit assez hostile. Ouais. Donc, du coup, ils vont peut-être essayer de faire bouger, de faire traiter l'affaire dans un tribunal qui soit hors de New York. Donc, il va y avoir pas mal de procédures comme ça qui vont être enclenchées pour essayer de faire traîner aussi le procès. D'accord. Alors, Donald Trump, hein, on l'a évoqué déjà en introduction, n'a évidemment pas manqué de réagir en parlant, j'ai cité tout à l'heure, d'insultes à la nation, mais aussi de chasse aux sorcières. Est-ce que selon toi, il pourrait s'agir d'un procès politique? Bah, dans un sens, oui, c'est assez évident que c'est un procès politique parce que enfin, on peut jamais être sûr des intentions des personnes, mais il faut savoir que le procureur qui s'est saisi du dossier, comme c'est toujours le cas aux États-Unis, il est élu. Donc celui-là, il a été élu en tant que démocrate. Donc c'est un démocrate. Il appartient au parti démocrate. Ça ne veut D'accord. pas dire qu'il va forcément agir de manière pour des raisons politiciennes, mais il a un intérêt clair. En plus, comme il vient de l'État de New York, qui est un État qui est très démocrate et qui est très anti-Trump, bah, il a tout intérêt à faire monter cette affaire judiciaire pour sa propre carrière, pour satisfaire ses électeurs. Donc, il y a clairement un motif de ce point de vue-là, même si on pourrait dire aussi que ne pas poursuivre Donald Trump, bah, ça peut être aussi vu comme un choix politique de donner, de traiter de manière un peu favorable Trump parce que c'est un candidat présidentiel, un ancien président. Mais entre ça et le fait qu'il n'y a pas, c'est pas des affaires qui sont régulièrement, il n'y a pas beaucoup de précédents judiciaires de ce type d'affaires, ça fait que les spécialistes que j'ai pu lire aux États-Unis sont tous plus ou moins, même ceux qui sont très proches du camp démocrate et qui, par ailleurs, aimeraient bien que Trump aille en prison et espèrent que d'autres affaires le conduiront en prison, ont plutôt tendance à dire que celle-là, oui, c'est une affaire qui reste assez à une forte dimension politicienne. Et pour Ouais. finir, le procureur en question, il faut savoir qu'avant ça, cette affaire, ça fait déjà plusieurs années qu'elle traîne et d'autres procureurs avaient refusé de s'en saisir. Et celui-là avait commencé son mandat par laisser tomber des poursuites qui avaient été engagées, enfin une enquête qui avait été engagée sur les affaires de Trump. Là, ce coup-ci, c'était purement des affaires financières en lien avec son entreprise. Mhm. Et il avait fermé le dossier. Et donc, après ça, il avait été accusé par des nombreuses personnes qui habitent à New York, et donc qui sont ses électeurs, de pas être assez sévère avec Trump ou pas assez donc de baisser les bras quoi. Donc, du coup, on peut aussi certains disent aux États-Unis, bah oui, il s'est saisi de ce dossier parce qu'il pense que c'est plus facile de faire un procès sur ça et parce que il s'était pris un retour de bâton de l'opinion quand il avait abandonné les poursuites sur d'autres dossiers. D'accord. Alors, là, on parle de l'affaire qui concerne ses inculpations récentes, mais Donald Trump a d'autres affaires qui le poursuivent. On les avait aussi évoquées, hein, le Capitole, la Géorgie, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et est-ce que là aussi, on a des choses solides qui pourraient éventuellement accoucher de quelque chose? Ouais, alors il y a des paradoxes en fait avec Trump parce que par exemple sur cette affaire dont on parlait là, en fait il aurait suffi que sa campagne, enfin que au mieux de payer directement son avocat et qu'il fasse payer ça par sa campagne, par les comptes de sa campagne, et il n'y aurait pas eu d'affaire, quoi. Donc c'est un peu, mais du coup ça c'est comme quand on fait comme les comptes de campagne, ils doivent diffuser les dépenses, à quoi elles servent, bah, ça serait su qu'il avait acheté le silence de cette femme. Donc il y a un côté un peu absurde dans cette histoire. Et alors les autres affaires, il y a un peu des choses comme ça aussi, parce que l'affaire qui a, selon pas mal d'experts du droit américain aux États-Unis qui s'expriment en ce moment dans les médias, l'affaire qui semble être la plus claire en termes le plus facile de condamner, c'est le fait qu'il ait pris des documents top secrets, ce qu'il est interdit depuis la Maison Blanche à son domicile et qu'il les ait conservés
et qu'il ait refusé de les rendre aux archives nationales quand on lui avait demandé de le faire. Ouais. Donc ça, il y a une loi qui s'interdit de garder des documents top secrets, et c'est assez évident qu'il a violé cette loi. Donc a priori, ça serait facile de le condamner, il me semble de mémoire qu'il risquerait jusqu'à 5 ans de prison pour avoir conservé ces documents top secrets. Mais le problème, c'est que Joe Biden a lui aussi été chopé, si on peut dire, avec des documents top secrets datant de la part de l'époque où il était vice-président d'Obama à son domicile. Donc du coup, Trump devrait être condamné pour ça. Et il y a plein d'Américains, des gens qui ont pris une photo d'un sous-marin, se sont trouvés avec 2 ans de prison ferme, des gens de l'armée, des gens des officiers du renseignement qui un jour par mégarde ont pris un dossier chez eux et se sont fait attraper et ont pris direct de la prison ferme. Donc, si on dit que la loi s'applique à tous pareil, eh ben, Trump, là, il devrait être condamné, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que si on condamne Trump, bah, a priori, il faut aussi condamner Biden. Et le vice-président de Trump, lui aussi, avait été. Ils ont fait une perquisition chez lui aussi. Ils ont Ouais. aussi trouvé des documents top secrets. Donc, du coup, ça crée à côté, ça sera un peu absurde de condamner Trump et pas les autres. Donc, même si le dossier juridique ici est très solide, c'est pas sûr que ça débouche à quelque chose. Alors là, Et donc, j'aimerais te poser. après, il y a. Ouais. Ouais, pardon. Non, vas-y, fini, fini. Ouais, donc après, après tout le reste, c'est ce qui est en lien, ce que tu avais expliqué en introduction, c'est en lien avec sa tentative de subvertir le résultat des élections de 2020 et donc de faire une sorte de coup d'État. Et donc, il y a 2 dossiers là qui sont on va dire, importants. Donc, le premier, c'est l'État de Géorgie qui le poursuit parce il a clairement tenté de convaincre les responsables politiques sur place de modifier le résultat du scrutin. Et il y a des coups de téléphone enregistrés. Donc, donc c'est d'un point de vue purement logique. Tout le monde voit qu'il a fait ça. Personne ne peut vraiment honnêtement dire non, non, vous interprétez mal les choses. Mais par contre, d'un point de vue juridique, ça va être très difficile de le condamner parce que, en fait, Trump s'exprime un peu comme un parrain de la mafia, c'est-à-dire qu'il dit les choses sans vraiment les dire complètement. Et puis, il n'y a pas vraiment de loi qui interdit de dire les choses qu'il a dit. Donc, ça tombe un peu sous la protection du premier amendement. Donc, c'est pas forcément évident d'obtenir une condamnation, Ouais, même si là, les faits sont établis et pour le coup sont très graves. ouais, Et de la même manière, sur l'attaque du Capitole et de manière générale, tout ce qu'il a fait pour essayer de renverser l'élection, c'est beaucoup de. Enfin, quand on met les choses bout à bout, c'est accablant, quoi, le dossier. Mais en même temps, quelle loi est-ce qu'il a vraiment violée, si on peut dire? Et surtout, quelles sont les preuves? Comment on peut interpréter? Parce que c'est un peu l'interprétation des paroles qu'il a dit, les actes qu'il a fait. Qu'est-ce qui tombe sous le coup de ses responsabilités en tant que président et qui reste dans le domaine de ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire? Ça, il y a beaucoup de flou, donc ça va être difficile, encore une fois, ici, d'obtenir une condamnation, mais c'est les affaires les plus grosses et les plus graves. d'accord. Bah, c'est marrant parce que bon, c'est quand même lui qui il a d'ailleurs réactivé ses accusations de fraude à l'endroit de Joe Biden pour revenir sur l'affaire qui le concerne en Géorgie. Mais justement, l'autre truc qui est quand même préoccupant avec Trump, et d'ailleurs ça peut-être coupera l'herbe sous le pied de ses défenseurs qui disent toujours qu'il est un peu une victime du système, il est quand même régulièrement passé entre les mailles de la justice. Il y a eu d'autres affaires par le passé, là, qui sont classées maintenant et pour lesquelles il n'a jamais été condamné, alors que peut-être il aurait dû l'être. Oui, c'est vrai que Trump a un peu un don d'échapper à la justice ou du moins de ne pas payer les conséquences de ses actes. Et donc, on pourrait faire une liste de tout un tas de trucs qui lui ont été reprochés ou qui lui ont valu des ennuis judiciaires. Juste pour en rappeler quelques-uns, il avait été inquiété par la justice au début quand il a commencé à faire des affaires donc, dans l'immobilier, parce qu'à l'époque, a priori, discriminait les gens qui étaient noirs pour pas leur donner l'accès aux immeubles pour faire monter les prix. Donc il y avait une pratique de racisme systémique qui était illégale, bien sûr. Ensuite, une affaire qui est assez sordide, il y a sa femme dans les années 90 qui lui avait recommandé un chirurgien capillaire pour lui faire des implants. Et ça s'était mal passé et ça lui faisait mal. Donc il est revenu de son traitement et il a commencé à frapper sa femme, à lui arracher les cheveux et il a fini par la violer. Et alors, c'est ce qu'on dit, c'est pas garanti. Mais à l'époque, elle avait porté plainte, elle avait donné ce témoignage. Et Trump
vraiment nié les faits. Il a simplement, sa défense, c'était ben, je suis son mari, donc je peux pas la violer puisque je suis son mari. Mais il a jamais vraiment nié les faits et sa femme n'a jamais rétracté les faits non plus. Mais Mhm. elle a abandonné les poursuites et donc il n'y a pas eu de procès. Mais c'est quand même assez sordide et ça s'ajoute à toutes les accusations. Je crois Ouais. qu'il y a une vingtaine de femmes en tout qui l'ont accusé de soit d'agression sexuelle, soit de harcèlement. Lui-même s'était vanté d'embrasser les femmes de force, de leur attraper les parties génitales, tout ça. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui auraient pu lui valoir des poursuites. Et puis il y a toutes les affaires après de conflits d'intérêts qui sont clairement des pratiques liées à la corruption, en particulier quand il était président, où ces hôtels servaient à recevoir les diplomates des pays qui ensuite faisaient du lobbying parce qu'il avait refusé parce qu'il n'y a pas de loi en fait qui l'oblige à séparer ses intérêts économiques et ses affaires de sa présidence. Donc il avait probablement violé tout un tas de clauses par rapport à ça, mais qui n'avaient jamais été poursuivies par les démocrates, parce qu'il y a beaucoup d'élus démocrates qui aussi versent un peu dans ces pratiques de conflit d'intérêts ou de corruption latente. Donc il y a toujours un truc qui fait qu'il a réussi à échapper à la justice. Ouais. Et quand il a été condamné, par exemple, donc il avait une université, la Trump University, qui était une fausse université qui donnait un diplôme qui valait rien, qui coûtait extrêmement cher et qui avait été conçu comme un peu un truc où les gens commencent et plus ça va, plus on leur vend des formations en leur disant vous allez avoir un emploi, ça va être super. Et en fait, c'était presque une secte un peu, quoi. Et il y a des tas de gens qui ont perdu tout leur argent, qui ont été vidés de leurs économies, qui ont dû vendre leur maison par ces systèmes-là qui avaient été construits pour aspirer l'argent des gens qui étaient un peu crédibles, quoi. Et donc, il y a eu des procès et finalement, il a dû payer, je crois, 20 millions de dollars. Donc, mais c'est pas grand-chose comparé au tort qu'il a fait à des milliers de gens qui se sont trouvés ruinés pour avoir cru dans ces trucs, quoi. Ouais. Et avec des pratiques, même des employés de cette Trump University qui avaient des pratiques commerciales qui devraient, enfin, qui sont extrêmement condamnables. Donc voilà, Trump a le don d'échapper à- aux principales conséquences de ses actes, tout en ayant une longue histoire d'affaires et de pratiques particulièrement problématiques. Alors, pour finir, rapidement, on est à 1 an et demi de la prochaine échéance présidentielle. On sait que Trump veut en être, hein, il a déclaré qu'il serait candidat, en tout cas à la primaire républicaine. Quelles pourraient être les conséquences politiques pour Trump de cette affaire? Admettons qu'il soit condamné ou non d'ailleurs. Même s'il n'était pas condamné, admettons qu'il soit pas condamné. Euh, Notamment, déjà, sa position à lui au sein du camp républicain. Ouais. Et ensuite, bah, justement, pour le camp républicain face au camp démocrate. Comment va se situer le rapport de force entre les deux? Ouais, c'est très intéressant parce que on voit déjà là que depuis qu'il a été inculpé, dans les sondages par rapport à la primaire des républicains, il monte. Et les électeurs républicains ont une meilleure image de lui, d'après les enquêtes d'opinion, Ah depuis qu'il oui. est inculpé. Donc, a priori, mais encore une fois, la primaire, elle débute, les premiers scrutins, c'est en février de l'année prochaine, donc il y a encore quand même enfin, ouais, 10 mois. Donc, il peut se passer beaucoup de choses. Mais pour l'instant, ça l'aide clairement pour la primaire. Ça lui a déjà permis de lever des fonds importants. Je crois qu'il a récolté au moins 10 millions de dollars de dons pour sa campagne. Et puis, ça va forcer aussi ses adversaires républicains à prendre sa défense. Donc, du coup, c'est lui qui est le sujet principal de la primaire. Et sous l'angle, Trump est victime. Donc pour la primaire républicaine, ça l'aide pour l'instant, en tout cas, énormément. D'accord. Après, pour l'élection générale, ça c'est autre chose parce que les Américains, selon les enquêtes d'opinion, pour l'instant en tout cas, estiment que le procureur a eu raison de poursuivre Trump et que s'il est coupable, il n'a pas à se présenter à l'élection. Et et du coup, ça le force aussi lui à se positionner en tant que victime, etc. Donc pas à faire campagne sur des choses qui intéressent les Américains, mais sur des choses qui intéressent Trump. Donc pour l'élection générale, ça risque de réduire ses chances d'obtenir des voix chez les électeurs un peu modérés, un peu au centre. Mais ça, c'est encore, enfin, l'élection étant dans 2 ans, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer et la manière dont se passera le procès, les autres inculpations qui vont venir derrière, probablement sur les autres affaires qu'on a évoquées, tout ça, ça peut changer la donne. Peut-être une dernière chose à dire, ce qui est assez cocasse, mais Ouais.
aux États-Unis, on peut se présenter et on peut même être élu président si on est en prison. Donc Ah oui. Trump, même s'il était mis en prison, il pourrait être candidat. Il y a un précédent historique, c'est un candidat socialiste de mémoire, c'est Eugene. Euh, ah bah, j'ai plus son nom de famille, mais c'était donc le candidat du Parti socialiste dans les années 1920. Et donc lui, il avait été il avait été mis en prison. D'ailleurs, là, c'était clairement politique aussi un peu pour le faire taire, quoi. Et il avait quand même récolté près d'1 million des voix, et je crois que ça faisait 2% de l'électorat depuis la prison. Donc c'est possible. Donc, même si Trump est en prison, on ne sera pas forcément Débarrasser de lui. débarrassé de lui, si on peut dire, voilà. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Chris, Politico Boy. Merci d'avoir répondu Merci à à ces vous. questions, d'avoir éclairé un petit peu sur cette vaste affaire judiciaire qui concerne Donald Trump. Et merci à vous de nous avoir regardés. Vous le savez, si vous nous regardez quotidiennement, notre grande ambition, c'est de débarquer à la télévision et de continuer de tenir notre antenne 24/7 sur YouTube et sur Dailymotion pour vous proposer une autre hiérarchie et un autre traitement de l'information. Alors abonnez-vous aux médias à partir de 5 € par mois et soutenez à la fois les luttes et le média des luttes. Vous êtes notre seule force pour garantir une information libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr, on compte sur vous et je vous dis ciao à tutti.